Premier épisode de 2024 pour Dread sur Tape. Bonjour, salut, bonjour, bonne année, bonjour, salut, ça va, bonjour. J'espère que vous allez bien, les amis. On lance cette année en grand avec un épisode aujourd'hui avec un Hall of Famer, Mr. Luc Robitaille. Juste avant de venir à l'épisode avec Luc, je vais vous rappeler qu'il ne reste, j'espère que si vous écoutez aussi au moment de la sortie publique, je souhaite pour vous qu'il en reste, mais je ne peux pas vous garantir qu'il reste des billets pour la 200e de Dread sur Tape. Ils partent comme des vrais petits pains chauds. Il reste quelques billets seulement au moment d'enregistrer ceci à la presque mi-janvier, mais pas totalement, ce qui est un genre de information floue. 10 janvier, au moment d'enregistrer ceci, il reste quelques billets pour la 200e de Dread sur Tape qui va être enregistré live devant le public avec un invité surprise, un encart silencieux, de la merch Dread sur Tape et surtout énormément de plaisir. J'entrevois une ambiance survoltée. Ça se passe le 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin, 15 février 2024 au House Gang Plaza sur Saint-Hubert. Dépêchez-vous, cliquez sur le lien dans le descriptif de cet épisode ou encore sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite grandement qu'il reste des billets parce que déjà ça s'annonce une soirée absolument électrisante. OK, si vous écoutez ceci sur Patreon, dépêchez-vous. Vous avez le lien avec 50% de rabais pour les billets à la 200e, donc c'est votre chance. Parlant de billets, je vous rappelle que je reprends le collier de mon rodage. Je suis à Montréal 24 janvier, si vous entendez ceci sur Patreon. Mais je reviens le 24 février à Montréal également. Sherbrooke, Frélichburg, 16-17 février. Sainte-Thérèse le 23 février. Et, j'ai dit le 24, je reviens à Montréal. Je reviens à Montréal. DavidBocage.com pour tous les billets. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, Lucky Luke, Lucky Luke Robitaille, Luc Robitaille, un bon Québécois de chez nous, qui a fait sa marque, évidemment, avec les Kings de Los Angeles et qui a gagné la Coupe Stanley avec les Red Wings. Luc Robitaille a été pendant longtemps l'ailier gauche avec le plus de points de l'histoire. Seulement Alex Ovechkin a réussi à le dépasser relativement récemment. Alex The Great 8 qui est en train d'essayer de rattraper même le record de but de Wayne Gretzky. Donc, ça pour vous dire, Luc Robitaille se passe de présentation, mais je le fais quand même parce que c'est un gars que certains peut-être ont moins connu vu qu'il a joué à une autre époque. Mais membre du Temple de la Renommée, c'est un grand joueur. Son numéro est retiré, bien sûr, à LA et il est maintenant le président des Kings de Los Angeles. C'est lui qui est allé, qui est en train de, avec Rob Blake, qui est directeur général, en train de faire ce que Marc Benjamin appelait un reset, c'est-à-dire de profiter des dernières années de Kopitar, Doughty et compagnie pour donner un petit peu un renouveau à l'équipe et leur permettre d'être compétitive. Ils sont d'ailleurs allés chercher Pierre-Luc Dubois cet été. Certains trouvent que le trade a bien, d'autres mal vieilli. Bref, au moment où on enregistrait ceci, on ne le savait pas parce que j'ai rencontré Luc le 7 septembre 2023. Et je vous donne un contexte parce que peut-être vous allez vous dire, oh mon Dieu, David, je remarque déjà à voir le timeline que c'est le timeline du podcast, que c'est un épisode plus court qu'à l'habitude. Absolument. Ça a été c'est un peu plus complexe évidemment parler à des gens plus loin de nous et Luc est occupé, il est à LA, il est président des Kings, une grosse machine et donc à travers le PR, les relations publiques des Kings, on a réussi à avoir Luc, mais c'était décidé d'avance que c'était un 30 minutes. Ce que je peux comprendre, ça avait été un peu la même chose avec Brandberg. Quand les gens ne nous connaissent pas, il faut qu'ils prennent leurs précautions. Ils peuvent pas dire oui, on fait un podcast d'une heure. Imagine que je suis un tarlat. Je suis un tarlat, c'est pas ça que je dis, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, tout ça pour dire, on était très heureux, très reconnaissant de l'avoir pour le temps qui fonctionnait pour Luc. Dans ce cas-ci, c'était 30 minutes. Même qu'à un moment donné, ça je sais pas si le terme c'est assistante ou peu importe, lui dit, ah mon Dieu, on approche du temps, est-ce qu'on peut quitter? Et Luc, un gentleman, nous a donné notre 30 minutes au complet, tel que promis. Alors, déjà qu'on manquait pas de raison d'aimer ce bon vieux Luc. Il nous a encore prouvé à quel point il est classe, il est gentil, il est fin. Vous allez le voir, c'est un gars super gentil, un jaseux, un gars d'anecdotes. Donc, ça a été un petit 30 minutes. Short, but oh so sweet. Avec l'invité, le premier invité de 2024, Monsieur Luc Robitaille. Dread sur le tape avec David Bocage. Ben, premièrement, merci. Prendre le temps, Luc.
Bienvenue. Bienvenue à LA. Parler en français, on prend toujours un peu de temps. Est-ce que à quelle fréquence tu parles français à peu près? J'ai une couple de chums qui demeurent ici, qui parlent français. C'est sûr, même des fois, je parle à Pat Brisson. C'est comique quand même quand on se parle entre moi et Pat. On dirait que quand on parle d'affaires, on va se parler en anglais, mais on parle de la vie, on parle en français. Fait que, parce qu'on a grandi du côté affaires en parlant en anglais, mais c'est le côté ami, on parle en français. C'est sûr, si je parle à mon frère puis ma sœur, on parle en français, puis je parle encore du monde au Québec. Les anciens chums, du junior, tout ça. Est-ce que t'es rendu plus confortable en anglais qu'en français avec les années? Non. Ça dépend des affaires qu'on parle. Comme je te dis, lorsque c'est du côté affaires, des fois, les mots sortent en anglais parce que on dirait que ça fait, mettons, 35 ans que je vis là-dedans. Puis tu peux t'arranger pour dire en français les affaires que tu veux pas que les gens comprennent, j'imagine. Ouais, c'est ça, ouais. Non, je suis content de te recevoir parce que là, nous c'est notre 8e saison, puis on a presque 200 épisodes, mais ton nom est revenu évidemment plusieurs fois, puis une personne qui me disait, parce qu'à un moment donné, je demandais, puis je disais, hey, qui c'est qui est la personne la plus gentille dans le business qu'il faut que je reçoive? Puis Chantal Maccabé, elle m'a dit, mais c'est Luc Robitaille. Ah! Puis j'ai dit, ouais, mais Lucky Luke. Mon ami Chantal. Ben oui. Ça fait longtemps que vous connaissez, toi, puis Chantal. Ben oui, ça fait longtemps. Chantal, ça fait combien d'années qu'elle travaillait avec au moins RDS, puis après ça, je me souviens plus où qu'elle travaillait avant ça, mais on dirait qu'elle a toujours été là lorsque j'allais à Montréal ou des choses comme ça, tu sais. Ben oui, fait là, j'ai dit, ça se passe, Lucky Luke, en vrai. Puis ça, c'est pas la seule personne qui m'a dit ça parce que ça, c'est des affaires, c'est impossible que tu te souviennes, mais il y a un comédien québécois, un acteur qui s'appelle Joey Scarpellino. Puis lui, il a la citoyenneté américaine aussi par son père. Puis des fois, il va à LA pour faire des auditions, tout ça. Puis il m'avait raconté qu'il a joué dans une beer league, une ligue de garage à LA, qui avait plein de joueurs. Il y avait le fils à Wayne, le Gretzky, qui était là. Je me souviens plus si c'était Trevor ou Ty. En tout cas, puis là, un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, t'es Québécois », puis je sais pas trop quoi, puis qui s'était ramassé en contact avec toi. Parce qu'il avait dit « Ah, t'es Québécois comme Luc ». Puis il dit Luc, il m'a donné des bières pour la game, puis c'était genre dans les 2 premières rangées. Il dit j'étais genre derrière le banc de punition, j'avais les meilleurs billets que j'ai eu de ma vie, puis c'est à cause de Luc. Puis j'étais comme bon on dirait qu'il y a juste des bonnes histoires sur toi. Faut s'entraider quand on est Québécois. Non, c'est sûr, moi, quand il y a du monde Québec qui viennent ici, puis tu sais, même des gars des filles qui viennent ici puis essaient d'aider leur carrière dans le monde du entertainment. Puis là, si je les rencontre, j'essaie toujours de les aider. On devrait s'entraider quand on a une chance. Ben oui. C'est qui les Québécois que tu penses qui sont déménagés à LA? Y en a-tu? Oh. Il y a les gars de Simple Plan. Ouais, les gars de Simple Plan, ouais, c'est des bons gars. C'est quoi le nom du drummer? Chuck. Il parle tout le temps. Mais oui, Chuck. Chuck, il vient au game, il joue au hockey. Chuck, il patine pas pire en plus. Il travaille fort. Mais là, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas parlé, mais je pense que c'est pas son tantôt. Mais il y a bien d'autres gars, à travers les années, il y en a beaucoup. Je me souviens, ça va loin en tabarouette, Rock Voisine dans le temps. Mais oui! Moi, il était dans ma ligue de garage, Rock. Ah ouais? Ouais. Il a joué au hockey junior, lui, pas pire quand même, là. Ouais. Toi, t'as joué contre lui? Je me souviens pas. Je suis pas sûr que je joue contre lui. Non, je pense qu'il était un petit peu après moi, si je me souviens bien. OK. Ben oui, Rock, as-tu fait carrière un peu aux États-Unis? Ben, il était venu où il avait travaillé avec David Foster, je pense, avec d'autres mondes, mais que... Je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler, par exemple, de lui. Non, mais en fait, moi, il était dans ma ligue de garage, puis j'étais tout le temps comme... La première fois que je suis allé dans la ligue, j'ai dit, hey, ce monsieur-là, il ressemble vraiment à Rock Voisine. Hein? Puis quelqu'un m'a dit, ouais, c'est lui. Puis j'ai fait, oh mon Dieu. Puis il venait plus dans la ligue, puis j'ai demandé au gars de la ligue, qu'est-ce qui se passe avec Rock, puis il m'a dit, Rock, il a de l'arthrose dans les mains. Fait que quand il joue, il peut pas jouer de guitare pendant une semaine, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme, ouais. Je peux comprendre. Je pense qu'il est rendu à 60, ou pas loin de 60 sinon. Mais quand on pense à LA, c'est sûr que Céline, c'était... Ouais.
elle, je veux dire, t'as dû la rencontrer, Céline puis René? Oui, Céline, bien film dans le temps aussi. René, René Angélil, c'est un bon fan de hockey. Eux autres étaient bien amis avec Pierre Lacroix. Mm-hmm. Donc, à travers les années, j'ai parlé plus à René que Céline. Céline, des fois, je pense que je me souviens, était venu chanter à des matchs des étoiles, des choses comme ça. En tant que Québécois, on se dit bonjour, mais à part ça, je dirais pas que je la connaissais, mais je suis un gros fan. Les chansons en français ou en anglais ou les deux? Les deux. Écoute, elle a un talent exceptionnel. Je me souviens, même son show à Vegas, elle sait pas que j'étais là, mais lorsqu'elle avait ouvert le show, j'étais là parce que la compagnie qui est propriétaire des Kings, c'est eux autres qui étaient les promoteurs du show. C'est quoi les moments ou tes moments qui t'ont marqué avec René? T'as-tu des anecdotes ou des trucs de back in the day? Ben, on s'était rencontrés à travers les années, lorsqu'on jouait à Vegas, on jouait souvent des matchs en concours. Il venait avec Pierre Lacroix. Mm-hmm. Et puis, il y a une fois aussi, on était allé souper, puis on avait rencontré avec du monde pour essayer peut-être d'amener une équipe à Québec. Puis beaucoup de gens, ils voulaient s'impliquer là-dedans, ils essayaient d'aider avec ses connexions. Donc, puis la compagnie AEG aussi avait aidé à bâtir l'aréna à Québec, la nouvelle aréna qu'on a à Québec. Donc, fait qu'à travers les années, on a eu des soupers ou ben non, des discussions comme ça. Donc, pour faire venir une équipe de la Ligue nationale là, à Québec, là, tu parles à l'époque, c'est ça? Oui, dans le temps, la compagnie AEG ils sont dans les promotions de concerts et puis d'aider à bâtir des arénas. Je sais qu'ils avaient aidé et puis il était impliqué un petit peu là-dedans. Est-ce que tu es allé gambler avec René? C'est un gros gambler? Non. Pas un gros gambler, moi. Non, on jouerait pas avec les mêmes chips que René, maintenant. Non. René, d'ailleurs, je pense que j'avais déjà entendu compter, si je me trompe pas, lui ou Céline qui avait raconté qu'il était là au Forum pour la finale de la Coupe Stanley 93, dans laquelle, pour les plus jeunes, tu jouais. Finale Kings canadien, la fameuse finale. Puis tu as une excellente histoire concernant The Infamous, la fameuse curve à Marty McSorley que t'as appris des années, t'as appris des choses là-dedans des années plus tard. Peux-tu me raconter cette histoire? Des années plus tard, c'est parce qu'il y a un monsieur qui était venu me voir, c'était un des policiers qui était là, puis il m'avait dit que dans le temps, mais écoute, tu mesurais toujours des bâtons, tu sais, les équipes, ils faisaient soit tu regardais à l'œil, tout ça, mais il m'avait dit que il y avait du monde qui avait dit regarde de l'autre côté, puis il avait mesuré 2-3 bâtons. Et puis, avant le match, ça, puis après le match, mais c'était à nous autres, pareil à nos joueurs, de faire sûr que... Parce que la plupart du temps, les bâtons, ils se font mesurer en troisième période dans les 10 dernières minutes. Donc, même si ton bâton n'était pas sûr dans le temps, tu fais sûr que dans les 10 dernières minutes, ton bâton était correct. Tu t'en avais un deuxième. Il y a plusieurs joueurs qui faisaient ça. Donc, on aurait dû faire sûr que tout le monde avait les bons bâtons dans les 2 dernières minutes du match. J'adore que c'est des années plus tard que tu aurais appris que quelqu'un du Canadien serait venu mesurer par le policier qui travaillait au Forum. D'ailleurs, ce que j'ai reçu au podcast il y a déjà quelques années, mais Guy Carbonneau. Puis j'avais dit à Guy, c'est-tu vrai ça, les histoires de mesurer? Puis Guy avait dit, ben non, il dit, c'est moi qui a dit. Lui, selon la version à Guy, c'est que c'est lui qui a dit à Jacques Demers, lui ou Vincent D'Anfos, je me souviens plus, qui avait vu le bâton à McSorley, puis il dit, tu sais, les curves étaient tellement prononcées, il dit que c'était facile à voir. Ça, Guy, c'est sûr qu'il l'a demandé, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant le match, si quelqu'un, il mesure les bâtons pour faire sûr, tu sais, ça veut pas dire qu'il était appelé caler, ce match-là, tu sais, ça rappelle 3 matchs plus tard. C'est que, moi, j'ai grandi avec Vincent. Vincent, c'est mon chum. Puis je me souviendrai toujours en troisième période parce que c'était pas facile, de savoir si une curve est illégale ou illégale. Donc, faut que tu regardes au-dessus parce que si la curve est ouverte comme ça, un peu pareil comme une grosse curve, mais c'était légal. Fait que Vincent, il regardait mon bâton comme ça. Fait que là, j'arrêtais. Fait que là, moi, je mets d'en face, je dis, Vincent, vas-y, mais dis-le à ton coach qu'il mesure le mien. J'ai dit, on a besoin d'un power play. Fait que
Vincent était à sa glace, je pense qu'il restait 7-8 minutes. Il dit non, je le sais, Luc. Il me dit quelque chose de même. Puis on continue à jouer. Moi, j'avais dit à 2-3 joueurs, faites sûr vos bâtons, parce que tu vois qu'ils regardent. Puis c'est sûr que Guy, je comprends qu'il a dit ouais, le bâton McSorley, sa curve est bien grosse, je suis sûr de ça. Mais il savait déjà, tu sais, je sais que, bon, souvent mon bâton était illégal. Je me souviens, on avait regardé les bâtons, nous autres, en deuxième ronde cette année-là, puis on avait 14 joueurs qui avaient des bâtons illégaux. Mais la plupart des joueurs ne savaient pas parce qu'ils venaient tous, c'était Sherwood dans le temps, puis fait que ils appellent ça handmade. Fait que, tu sais, la palette, fallait qu'elle soit 3 pouces d'épais, mais des fois, elle arrivait à 3 pouces et quart, ou 3 pouces et 1,8, mais là, c'était illégal. Les curves, c'était fait à la main, ils changeaient à chaque fois que tu recevais une douzaine, n'était pas pareil. Donc, fallait vraiment que tu regardes les bâtons, mais les choses qui arrivaient, on aurait dit nos bâtons légaux, mais on a perdu 2 autres games en supplémentaire. Après ça, on aurait dû gagner ceux-là. No excuse, comme on dit. Ben, apparemment, après la fameuse palette de McSorley, puis que Desjardins a compté, apparemment que Wayne, dans le vestiaire, il a laissé savoir à Marty Come on, boys! Est-ce que c'est vrai que Wayne n'était pas content? Non, parce qu'il demandait comment c'était arrivé, tout ça, mais il s'était pas... Wayne, après le match, il était pas content parce qu'on a ramené 2-0, mais we had to move on. Comme je te dis, il fallait gagner les 2 prochains matchs, puis on les a pas gagnés en supplémentaire. L'émotion, c'est sûr. Toi, tu étais à LA avant que Wayne arrive, puis tu étais là quand Wayne est arrivé, puis tu as joué avec Wayne après. Qu'est-ce que ça a changé quand Wayne Gretzky a été échangé au Kings? Puis probablement, te souviens-tu le moment où tu as appris que Wayne allait être ton coéquipier? Oui, j'étais à Montréal lorsque c'est arrivé, et puis... Écoute, lorsque Wayne est arrivé à Los Angeles, ça a changé le monde du hockey au complet. Nous autres, les 3 prochaines années, je me trompe pas. Les camps d'entraînement, soudainement, c'était plus des camps d'entraînement normaux que tu fais juste des 2-3 matchs hors concours à la maison, t'en as 3-4 sur la route, là. Tout d'un coup, nous autres, on allait dans des tours. Je me souviens, on avait été à Tampa Bay, un match en concours d'un stade de baseball, 22 000 ou 23 000 personnes. On s'en va en Floride, match sold out contre les Rangers. Après ça, on avait été Cleveland, on avait été Cincinnati, Houston, Dallas, Phoenix. On faisait des tours, puis c'était pour aider comme à grandir la game. Puis là, tout d'un coup, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, il y a une nouvelle équipe à Tampa Bay, une nouvelle équipe en Floride. Les Sharks déménagent. Il y a une équipe à San Jose. Il y a une équipe à Phoenix. Il y a une équipe à Dallas. Tout ça, c'est arrivé parce que Gretzky est venu à Los Angeles puis on a eu du succès. Ça aurait probablement arrivé avec le temps, mais jamais aussi vite que c'est arrivé. Et puis, c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait Wayne en venant à Los Angeles. Il a changé la game de hockey, comme on dit. Puis, il t'a permis d'avoir, si je me trompe pas, la saison par un ailier gauche avec le plus de points dans l'histoire, avec 125 points. C'est encore valide, ça? 92-93? Ouais, ben, il était blessé cette année-là, Wayne. Moi, ce qui est arrivé, c'est que toutes les années que je jouais avec les Kings, on commençait à avoir une bonne équipe, puis on s'améliorait d'année en année. C'est que souvent, je comprenais pas, mais ils me mettaient, mettons, sur la deuxième ligne, comme on avait 2 lignes qui scoraient. Et puis, mais cette année-là, Wayne, il était blessé, il s'était blessé au camp, puis il est juste revenu au mois de janvier. Et puis, c'était vraiment la première année dans ma carrière que j'ai joué sur une ligne numéro 1, comme on dit. Et puis, lorsque Wayne est revenu, c'était la seule saison que j'ai joué avec Wayne. Et puis, c'était vraiment... Écoute, c'est un joueur exceptionnel et puis il m'a vraiment aidé. Et puis j'ai appris beaucoup de jouer avec lui aussi. C'était vraiment le fun. Une de mes séquences préférées, c'est que... Parce que toi, tu as joué avec Wayne à LA, mais tu as aussi joué avec Wayne avec les Rangers. Ouais. Puis il y a une séquence là, presque absurde là, où Wayne... C'était contre les Canadiens, c'est pour ça. Il est derrière le but, puis il est dans son bureau, comme on dit. Puis il attend, puis il attend, tu sais, puis il attend. Puis toi, tu es en avant du net. Puis tu vas jusqu'à faire avec ton doigt... 1 minute, je reviens. Tu circles en dehors de la zone, tu reviens. Puis Wayne, pendant ce temps-là, il attend. Je te dis, on dirait que ça dure une demi-heure.
Il t'en remet sur le tape, tu scores, vous gagnez. Ouais, je me souviens de ça parce que je me souviens plus c'était qui leur instructeur, mais chaque équipe, ils jouaient Wayne différemment. Il y avait des équipes qui essayaient de pousser Wayne de sortir dans l'arrière du but. Puis Wayne, il était tellement bon. Fait que si un défenseur allait d'un côté et allait de l'autre bord, il fallait que tu trouves vite parce que Wayne, il te trouvait toujours. Tu sais, c'était le meilleur passeur de l'histoire de la game. Mais les Canadiens, on savait que si Wayne allait en arrière du but, il laissait là. Tu sais, il essayait pas de sortir dans l'arrière du but. Donc, je savais ça. C'est vrai que c'était en supplémentaire. Je pense que c'est quand c'était rendu 4 contre 4, je me souviens bien. J'avais dit à Wayne, j'avais fait le commercial, attends un peu, ben, je savais que si je pouvais ressortir, je reviendrais dans le milieu puis je serais pas checké. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai vraiment dit d'arrêter, mais j'ai sorti jusqu'en dehors de la ligne bleue parce que comme ça, le gars qui me checkait, il pourrait pas m'avoir. Puis en revenant plus vite, je savais que j'étais pour battre son bâton de hockey. Puis c'est vrai, il a fait la passe parfaite, j'ai compté, mais je l'ai vu à peu près un an, le replay. J'avais oublié ça, mais je me souviens de penser ça, que je savais qu'il sortirait pas Wayne dans l'arrière du but. Tu sais, quand tu peux lui faire un signe, 1 minute, je reviens, puis Wayne est comme, oh, prends ton temps, mon chum. moi, t'es encore là. Mais t'as joué avec Wayne 2 fois, puis t'as joué, ça a duré pas longtemps, mais t'es allé à Pittsburgh pas longtemps dans les milieux des années 90. Ouais. Fait que t'as joué avec Mario et t'as joué avec Wayne, 2 des meilleurs là, de tous les temps. C'est quoi la différence entre les deux dans leur génie? Moi, cette année-là que j'étais à Pittsburgh, Mario était blessé, donc j'ai pas joué avec, et c'était l'année du lockout. Mais moi, j'étais un gros fan de Mario. J'allais le voir, les voisins de Laval dans le temps, le lundi soir. Il avait 16 ans, puis à 17 ans, j'étais pas junior encore. Pour moi, Mario, c'est probablement le joueur le plus talentueux à jamais jouer dans la Ligue nationale. C'est un des seuls joueurs que n'importe quel temps de l'histoire de la Ligue que tu pourrais le mettre d'une time machine qui serait encore dominant. Aujourd'hui, il serait dominant. C'était vraiment un joueur exceptionnel. Puis lorsque Mario disait « on gagne à soir », il gagnait. Et je pensais pas dire ça, mais je dois dire que Connor McDavid, il est pas loin de ça, avec sa vitesse, tout ça. Wayne Gretzky, c'est le joueur qui a mis le plus de numéros, talent, vision, tout ça. Il a inventé le nouveau côté de la game. Point de vue de talent, là, de dire qu'il pouvait faire des choses que personne n'a jamais vues ou que personne ne serait capable de faire, je pense que c'est Mario. Je pourrais pas être plus d'accord. Écoute, je pense qu'à un moment donné, ils ont fait des classements puis ils avaient mis, je pense qu'ils avaient mis Bobby Orr devant Mario, puis Bobby Orr avait dit, êtes-vous fou? Il dit, l'avez-vous vu jouer? Il fait des choses que je n'étais même pas capable de faire. Arrêtez donc là de dire, parce que oui, il était très fort. Parlant de talent, toi, t'as joué à LA, puis quand on pense à LA, on pense à LA, mais t'as gagné ta coupe à Détroit avec les Red Wings. On se souvient très bien, 2002. Une équipe qu'en bon français, on pourrait qualifier de booster ben raide, c'est-à-dire, là, je vais juste aller vite, mais Hasek, Yzerman, Shanahan, Sergei Fedorov, Nick Lidstrom, Brett Hull, Pavel Datsyuk, Luc Robitaille et j'en saute. Chris Chelios, c'est comme s'il manquait pas de Hall of Famer dans ce que je viens de nommer. Quand tu arrives dans une équipe qui est aussi boostée comme ça, toi, je me souviens, je pense que tu jouais sur la 3e ligne ou quelque chose. Ouais. Comment tu fais pour gérer, parce qu'on l'a tellement vu souvent dans l'histoire de mettre beaucoup de bons joueurs ensemble puis ça marche pas. Qu'est-ce qui fait que ça a marché, vous, puis que au niveau des égos, les gens font comme, OK, c'est beau? Je pense que le secret de cette équipe-là, premièrement, c'est probablement la meilleure équipe mise ensemble dans l'histoire de la Ligue nationale. Je pense qu'on a 11, si inclus Scotty Bowman, il y a 11 personnes qui sont dans le temple de la renommée. Donc, c'est vraiment incroyable. Je pense qu'il y a une couple de choses. Scotty Bowman, c'est le numéro 1. C'était le genre d'instructeur que il faisait sûr que chaque joueur comprenait qu'il y avait une valeur dans l'équipe. Puis la deuxième chose, tous nos joueurs avaient de l'expérience. Donc, il y a beaucoup de égos qui se sont mis du côté dans cette équipe-là. Brett Hull, il a donné un petit peu de temps de glace.
Eisenman, il en jouait un petit peu moins pour Fedorov. Chris Chelios, il n'était pas ses avantages numériques. Brendan Shanahan, il avait un petit peu moins de temps sur le powerplay parce que moi, je n'avais un peu plus. Et puis, moi, j'ai compris que je serais pas sa ligne numéro 1 avec cette équipe-là. Et puis, Igor Larionov, qui jouait sa 4e ligne. Donc, là, tout d'un coup, lorsque chaque joueur, c'est tous des joueurs qui ont 500-600 buts, 1000 ou 1200 points chaque, tu mets tout ton ego de côté, puis tu y vas pour la cause qui est de gagner la Coupe Stanley, ben, il y avait beaucoup, beaucoup de talent, puis c'est ça qui a fait qu'on a gagné. Oui, mais le talent, c'est pas juste du talent, c'est incroyable. Est-ce que je vais te demander, Colin, je pensais à 3. Ah oui, c'est ça. La culture qu'il y avait de gagnant à Détroit. T'as une anecdote que je veux te laisser te raconter de milkshake quand t'es arrivé. Ouais. Protein shake, quand t'es arrivé à Détroit. Mais la chose à Détroit, c'est que le message était que tout le monde qui travaillait pour les Red Wings, il essayait d'aider l'équipe à aider les joueurs à gagner la Coupe Stanley. Donc, le message était toujours de dire que même que ce soit une jeune fille ou un jeune homme qui travaillait pour la fondation, il disait, OK, on va faire soin de ton temps parce que tout ce qu'on veut, là, on veut que ta vie soit facile, que tu nous aides à gagner une autre Coupe Stanley. Puis chaque personne parlait de ce message-là. Puis l'histoire des shakes, c'était qu'à Los Angeles, on avait de la misère à avoir des shakes et puis il fallait payer. Puis c'est pas que les gars voulaient pas payer, c'est juste que c'était différent. J'arrive à Détroit, puis le gars il me demande, il dit quelle sorte de shake que t'aimes? Je dis j'aime ceux-là. Quelle saveur? Et là, je dis je pense jamais aux fraises. Puis là, il dit quelle compagnie? Là, je dis crime. Je dis je savais pas ça que tu sais. Il dit non, il dit là qu'il dit. Il dit m'a pogné les chèques que tu veux. Il dit la seule affaire que je veux que tu fasses, c'est aide-moi à gagner notre Coupe Stanley. Toi, t'es ici pour nous aider, puis on va faire sûr que tout ce qu'on fait, on va t'aider à nous aider à gagner une Coupe Stanley. Je me souviens, je me suis retourné, je dis tabarouette, ça c'est le 3e trainer qui me dit ça. Fait que le message, il passait bien de tout le monde. C'était vraiment incroyable. Tout le monde avait le même but en tête du haut au bas de la pyramide. Dans cette équipe-là, il y avait un petit gars gêné qui parlait mal anglais, qui s'appelait Pavel Datsyuk, qui arrivait du fin fond de la Russie. Je pense pas qu'il parle beaucoup plus anglais aujourd'hui, mais il est encore aussi bon. Parle-moi un peu de tes premières... Parce que moi, j'ai encore une entrevue de Brett Hull en tête où il dit « My dad was Bobby Hull, tu sais. But you... Where did you learn to do that, John? Where do you come from? Tu sais, le petit gars qui jouait avec Brett Hull. Parle-moi de Pavel Datsyuk, tes premières impressions, c'était de sa première saison, puis est-ce que tu savais qu'il allait devenir aussi bon? Ben, je pense que tous nous autres, on n'avait jamais vu un talent comme ça. Il embarquait sur la glace, il parlait pas en français, mais je veux dire, il parlait pas en anglais. Et puis, il faisait des choses avec la rondelle, il jouait pas gros de minutes, puis on n'avait jamais vu ça. Je me souviens, après pratique, il aimait ça jouer 1 contre 1, puis Chris Chelios, il allait jouer contre. Je me souviens que Chris, il était jamais capable d'y enlever la rondelle. Puis là, Chris, il se fâchait, puis il commençait à se lâcher. Puis après un bout de temps, Chris Draper, il était allé dire, Chris, tu devrais pas jouer avec Pavel, tu vas le blesser, tu sais. Parce qu'il était pas capable d'y enlever la rondelle. Je me souviens, il faisait des choses durant la saison. On n'avait jamais vu ce qu'il faisait avec la rondelle, aucun joueur. Puis on avait des joueurs super talentueux dans notre équipe, donc c'était vraiment exceptionnel comment il était dans ce temps-là. Puis on voyait vraiment que c'était pour être un joueur supérieur à tout le monde dans le futur. Parlant de Russes talentueux, tu as joué avec Kovalev aussi avec les Rangers? Oui. Apparemment que c'était quelque chose en pratique, Covey. Est-ce que ça t'a marqué? Oui. Alex Kovalev, puis j'ai joué avec Jagger. Eux autres, là, s'ils auraient pu jouer 3 contre 3 pendant 3 heures de temps après chaque pratique, ils l'auraient fait. Ils aimaient ça, ils jouaient au hockey, ils aimaient ça avoir la rondelle, puis faire des trucs, puis des jeux, puis c'était vraiment le fun. Il était vraiment passionné pour le jeu de hockey. Il aimait ça, Alex. Oui, il était bon. Il était pas pire, mettons. Il y a une affaire aussi que je me suis dit, ça, c'est un de mes fun facts préférés. Luc Robitaille, fun fact préféré. T'as joué dans le film Sudden Death avec Jean-Claude Van Damme, le célèbre. Comment tu t'es ramassé dans ce film-là avec ton caméo?
Dans le temps, le propriétaire des Pingouins, je venais d'arriver avec les Pingouins, puis il m'avait appelé, il dit, Luc, il dit, peux-tu faire le film? Et puis, j'avais pas commencé encore avec les Pingouins, je sais pas, devrais-tu pas? Puis, je pense que il y avait une chance de peut-être d'amener Mario, puis Mario, il était en dehors de la ville, et puis, non, give me a minute. Il me reste juste une minute parce qu'ils vont me sortir. Ils viennent me chercher parce qu'on a des meetings ici, la saison commence. Et là, on m'avait dit 30 minutes, on est rendu à 24. Pour... Fait que, il dit, fait que Mario pouvait pas le faire, fait qu'il me demande de le faire, puis j'ai dit, OK, moi le faire, mais moi, j'aime pas ça Hollywood parce que faut toujours que tu te grouilles, puis là, t'attends. Faut toujours que tu te grouilles puis t'attends. Fait que là, j'avais demandé si je pouvais arriver à 4 heures puis sortir à 6 heures. Puis je me suis rétro. Je suis arrivé à 4 heures pour faire ma scène puis je suis sorti à 6 heurs. Puis même Jean-Claude Van Damme me dit, c'est qui ça? Pourquoi qu'on fait tout pour lui? C'était toi la star. Ouais. Tu viens. Fait que, non, mais j'avais aimé ça l'aider, mais c'était vraiment juste pour l'aider. À travers les années, j'ai fait beaucoup de choses pour des shows de télévision, puis des films, mais j'ai toujours dit, c'est juste pour mes chums parce que c'est pas mon monde. On dirait que ça bouge pas assez vite. Est-ce que tu te souviens de ta ligne dans Sudden Death? Ben oui, c'est Jean-Claude Van Damme qui parle français, puis il dit, ben oui, il dit que, comment que j'avais dit ça? Parce que, en anglais, c'est, we're gonna kick their ass. On va les enculer. Ben, j'ai dit, Chris, c'est pas une bonne ligue québécoise, ça, mais en tout cas. Oui. Et, il l'a utilisé pareil, j'avais pas le choix, c'est lui qui était le producer puis la grosse star. Ben oui, il arrive avec son accent, il dit, ce soir, quelles sont vos chances? Puis toi, tu dis, on va les enculer. Je me suis dit, c'est pas québécois, c'est pas moi qui parle de même. Je me suis dit, non, je pense pas que c'est l'idée à Luc, cette ligne-là. Puis ça, c'en est un, mais t'as joué dans How I Met Your Mother aussi, saison 8. Ouais. J'ai lu sur Wikipédia qu'un ton beau-fils jouait dans Vampire Diaries. Ouais. Il a joué là-dedans pendant 7-8 ans. Il a joué dans Chicago Fire aussi. Il a fait un paquet de films, mon gars, ouais. Jean-Claude Van Damme, apparemment que c'est comme tout un personnage. Est-ce que vous êtes... Il t'a-tu montré des moves de karaté? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que lui, tout le monde qui l'a rencontré ont des histoires. Mais j'ai pas été là assez longtemps. J'ai été là 2 heures puis j'ai sorti. Fait que j'ai pas eu le temps à perdre, mais il était bien correct. Moi, je l'ai vu plus tard à Los Angeles et puis il était bien content du film. Il a eu, comme je te dis, je pense qu'il était producer. Fait que il a fait pas mal d'argent, mais il a toujours été bien fin que moi. La dernière question que puis après je te laisse aller, Luc, c'est est-ce que des fois tu t'arrêtes une seconde et tu te dis moi je suis le deuxième ailier gauche qui a le plus de points de toute l'histoire. Est-ce que des fois tu penses à ça? Non, pas vraiment. On dirait j'essaie toujours de continuer à avancer ce que je fais dans la vie. Je me suis toujours trouvé bien chanceux de vivre mon rêve, de jouer au hockey, puis là, je suis rendu à 57, puis je travaille encore dans le monde du hockey. La game que je jouais, j'avais 8 ans avec une balle de tennis sur le mur d'école à Saint-Joseph, à Ville d'Anjou. Et puis, je me trouve encore chanceux. Disons que la seule chose qui m'a touché, c'était rentrer dans le temple de la renommée. C'est pas quelque chose que tu joues pas, c'était spécial. Mais lorsque j'ai eu l'appel, peut-être 5 ou 6 ans plus tard, de rentrer sur le comité de sélection. Pour moi, le comité de sélection, c'est un des plus grands honneurs de ma vie parce que c'est comme plus haut. Tu décides c'est qui vient, puis c'est vraiment quelque chose de spécial. Tu sais, t'as-tu déjà eu la chance d'appeler quelqu'un pour lui dire qu'il était au Temple de la Renommée? Non, on n'a pas le droit parce que lorsqu'on sait, mais j'avais aidé à Rogatien Vachon rentrer, donc après qu'il ait appelé Rogatien, j'étais bien content de rentrer, d'y parler, puis c'était quelque chose de spécial. Oui, Rogatien, ça a été ton DG, c'est lui qui t'a repêché à LA. Il avait été manqué, tu sais, ça faisait longtemps qu'il aurait dû être dans le temple de la renommée, donc d'être capable d'être impliqué dans la façon qu'il a rentré, c'était vraiment quelque chose de spécial. Ben ouais, pour toi. Puis tantôt j'ai dit deuxième, t'as été premier pendant longtemps. Ovechkin, il t'a juste dépassé il y a comme 1 an ou 2, là, ça fait pas longtemps. Ouais. Ça t'a-tu fait de quoi? Ben non, les records, c'est fait pour être brisé. C'est un joueur exceptionnel, puis il est vraiment bon pour la game de hockey, hein. Ben oui, Ovechkin, c'est une promotion incroyable.
Luc, merci énormément de ton temps. Écoute, j'ai croisé Pierre-Luc Dubois. En fait, j'ai joué avec lui dans une game de charité à Laval. C'est des humoristes puis des pros à chaque été. Puis je l'ai croisé cet été. Puis j'ai dit, ouais, je pense que ça va être le fun à LA cette année. Fait que là, tu te ramasses une petite filiale. Là, t'es allé chercher Dano, va chercher Dubois, une petite filiale québécoise. Oui, on va chercher Québécois. Ça nous prend du caractère. One at a time. One at a time, ça s'en vient. Non, on est bien content d'avoir Pierre-Luc parce que c'est un joueur spécial et puis j'ai bien hâte de le voir ici à Los Angeles. Ça va être le fun. Luc, merci énormément de ton temps. Je vous souhaite une super saison. Puis si je passe à LA, je vais venir voir une game. Ouais, viens nous voir, m'a poigné l'étiquette. Comme Joey. OK. All right. Merci, okay, Luc. Thanks. Bye-bye. Merci, bye-bye. Merci à Luc de son temps, ça a été fort apprécié. Merci de prendre le temps de garder le canal connecté avec le Québec, on apprécie sincèrement. Je remercie Hugo Reich, Amélia McGuire Saint-Onge qui m'aide à dresser le tape. Producer Tom, une petite tape sur la fesse. Tiens, et voilà, c'est parti. Je vous rappelle, dépêchez-vous si vous n'avez pas votre billet pour la 200e de dresser le tape. Je vous souhaite qu'il ne soit pas trop tard. Cliquez sur le lien dans le descriptif ou encore sur nos réseaux sociaux. Sinon, on se voit peut-être en salle. davidbocage.com, toutes mes dates. Sinon, passez une merveilleuse semaine. OK, bye-bye now.